Notre focus de ce samedi et ce soir, on s'intéresse à notre dépendance aux écrans, devenu un enjeu majeur de santé publique, d'éducation et même de démocratie. Et dans son livre, Sevrage numérique, l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, dresse un constat préoccupant. Les écrans occupent désormais une place centrale dans nos vies avec des effets documentés sur la concentration, la santé mentale et le débat public. Elle appelle à une prise de conscience individuelle, mais aussi à une régulation politique des plateformes. Najat Vallaud-Belkacem, merci. Bienvenue dans le JTA. Merci. Alors, vous avez été ministre de l'Éducation nationale, vous avez beaucoup travaillé sur la réussite scolaire. À quel moment avez-vous compris que la question des écrans devenait d'abord un enjeu majeur pour l'école, mais aussi pour la société ? Je pense que... En fait, les choses se sont faites en deux temps. C'est-à-dire que ministre de l'Éducation, j'étais extrêmement consciente de la nécessité pour l'éducation d'éduquer les enfants au numérique, à l'utiliser à bon escient, à ne pas se laisser utiliser par lui. Donc c'était une époque entre 2014 et 2017 en gros où on a plutôt beaucoup fait sur ce sujet-là. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on a changé de monde en fait. Il faut vraiment avoir conscience, et je le dis dans le livre, notamment à partir de 2017-2018, lorsque Facebook, comme un des acteurs majeurs de ce domaine, a décidé de changer son algorithme et que les autres ont suivi pour faire beaucoup plus de place finalement aux informations les plus porteuses d'émotions négatives, parce que c'est ce qui allait retenir le plus longtemps en ligne les usagers. C'est ça, hein, absolument. La logique derrière tout ça. Qu'on est entré vraiment dans tout à fait autre chose. De la même façon, lorsque le smartphone, ces dernières années, s'est démocratisé au point qu'aujourd'hui 90% des adolescents possèdent un smartphone, qu'il contient systématiquement une caméra frontale au point que n'importe qui a ce smartphone passe son temps à se regarder, à se comparer. Ces choses-là, l'algorithme, la démocratisation du téléphone, la caméra frontale, en fait, elles sont récentes, elles datent, disons, d'une petite dizaine d'années. Et en fait, c'est dans cette petite dizaine d'années qu'on a assisté à des changements majeurs qui sont des changements de société, où grosso modo, notre attention, notre disponibilité mentale s'est transformée en capital financier pour des grands groupes que sont les GAFAM, les grandes que vous comparez aux mafias, d'ailleurs. Exactement. En disant que entre GAFAM et mafia, il manque qu'une seule lettre, effectivement. Enfin, il y a vraiment cette idée que de plus en plus notre attention est captée, notre argent, la concentration, la santé mentale aussi. La santé mentale, on en voit des chiffres, franchement, je veux dire, regardez le nombre de tentatives de suicide ou d'automutilation chez les jeunes adolescentes, par exemple. Et notamment les filles. Oui. Je rappelle souvent ce chiffre, par exemple, s'agissant de la France. Sachez qu'entre 2007 et aujourd'hui, on a assisté à une hausse de 540% du nombre d'hospitalisations pour tentatives de suicide ou automutilation chez les adolescentes de 14 à 16 ans. Ouais, c'est plus effrayant. 540%, c'est pas plus 5% ou 54%. Ouais. C'est un mouvement, un phénomène de société absolument majeur que je trouve qu'on sous-estime. Mais au-delà de la santé mentale, du bien-être de chacun d'entre nous, regardez les dégâts considérables sur le débat public. Enfin, franchement, comment ne pas constater la brutalisation du débat public ? Donc, pour nos démocraties, et maintenant que l'intelligence artificielle s'en mêle, créant des contenus de façon absolument massive dont on ne sait jamais dire s'ils sont vrais ou s'ils sont faux, qui viennent s'ajouter à ces algorithmes qui nous retiennent dans des bulles de filtre. Honnêtement, que va devenir notre esprit critique ? Le fait de passer autant de temps sur les écrans ne nous laisse plus le temps de lire. Or, l'esprit critique, il est forgé notamment par la lecture, par la rencontre de l'altérité, par la curiosité, pas par le fait de rester cantonné dans des bulles de filtre avec des gens qui pensent déjà comme nous. Donc, pour nos démocraties aussi, c'est un problème. C'est un problème. Avant de parler des solutions et notamment de la régulation, ce que peut le politique, il y a aussi cette question de l'impact environnemental qui est colossal, délétère, notamment pour l'Afrique. Et vous en parlez, c'est l'Afrique qui finalement prend ses déchets numériques. Quand on pense de façon complètement illusoire que c'est numérique, donc ça n'existe pas, vous vous rappelez qu'il y a des vrais dégâts, notamment sur le continent africain. C'est qu'on a tendance à considérer que le numérique est immatériel, mais ça ne veut pas dire pour autant
qu'il ne pèse pas de tout son poids sur nos sols. En fait, bien au contraire, les serveurs, les systèmes de refroidissement, tout ça, c'est des émissions de carbone. C'est évidemment extrêmement préoccupant pour notre environnement de manière générale. Et plus encore, comme vous venez de le rappeler, quand on regarde l'ensemble de la photographie, comme on dit, et qu'on se rend compte que les déchets du numérique, en fait, en plus, on les renvoie vers les pays les plus pauvres. 80% des déchets du numérique du Nord se retrouvent au Sud, dans des pays comme le Ghana, par exemple, ou d'autres, à brûler à ciel ouvert dans des décharges. C'est-à-dire qu'en plus, il y a un mensonge dans tout cela. Il y a une hypocrisie folle parce qu'on dit... Mais on les exporte parce que ça va resservir sur le marché d'occasion local. Ça va être recyclé. 80% sont détruits. Pas du tout. Voilà, 80% sont détruits. Ils brûlent et polluent l'environnement des populations qui y vivent, les rivières, les lacs, les hommes et les femmes et les enfants. Enfin, c'est une horreur. De la même façon qu'autre chose que j'ai constaté dans mon enquête, c'est au fond, on voit beaucoup d'horreurs passer quand même sur les réseaux sociaux, d'images qu'on ne devrait pas voir, et notamment les jeunes. Mais sachez que un certain nombre d'horreurs encore plus terribles nous sont épargnées grâce à l'action de modérateurs qui sont généralement dans les pays du Sud, là encore, payés au lance-pierre par les sous-traitants des GAFAM. On l'a vu au Kenya, on a fait d'ailleurs des reportages. Absolument, vous en avez parlé. Donc vous voyez un peu quelle est la vie de ces modérateurs, de ces éboueurs du web, en quelque sorte, qui pour nous épargner la vue de choses atroces, eux, pour le coup, sans être aucunement accompagnés sur un plan psychologique, pas du tout. eh bien, digèrent ça tout seul. Alors, parlons des réponses, et notamment des solutions, mais aussi des réponses politiques. Vous comparez cet enjeu à un changement climatique, c'est-à-dire et un problème systémique. Quelles seraient pour vous les réponses? Alors, vous avez plusieurs réponses que vous proposez, notamment le Numi-Score, d'ailleurs, au même titre, enfin, sur le parallèle du Nutri-Score. Quand on parle de régulation, on voit bien qu'en face, et les GAFAM, vous l'avez dit, ce sont des multinationales planétaires, monstrueuses. Comment est-ce qu'on arrive à lutter contre ça et qu'est-ce qu'on devrait faire en priorité? D'abord, il faut en finir avec une idée fausse qui est on ne peut rien faire. C'est pas vrai. En fait, on peut faire. Et mon enquête, moi, elle m'a servi à ça. C'est que, je sais pas, est-ce que vous aviez entendu parler, vous, auparavant, du fait que le Brésil, en l'occurrence un juge brésilien, après avoir fait injonction à X de retirer des tweets qui étaient pro-putschistes, complotistes et problématiques pour la démocratie, eh bien, X refusant d'obéir, le juge en question a dit puisque c'est comme ça, j'ordonne à tous les fournisseurs d'accès du pays, les Brésiliens, donc, de ne plus laisser de bande passante pour X. Et qu'en fait, ça a marché jusqu'à ce que X se plie. Et cet exemple, parmi d'autres, est assez intéressant parce qu'on se dit mais oui, c'est vrai que X en tant que tel est installé aux États-Unis, donc c'est compliqué d'agir sur eux, mais par contre, on peut agir sur les fournisseurs d'accès locaux. Et en fait, des solutions comme ça, on en trouve quand il y a de la volonté politique ou de la volonté juridique, juridictionnelle. Là, c'était un juge. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, moi, je pense qu'il faut absolument s'attaquer au design des plateformes elles-mêmes, c'est-à-dire à la façon dont sont conçus les algorithmes. En fait, il n'y a rien d'évident à ce que les algorithmes soient conçus pour nous retenir toujours plus longtemps en ligne. Considérons comme une liberté fondamentale notre disponibilité mentale, c'est-à-dire que on n'y touche pas de façon si évidente. Donc, tout ce qui est, par exemple, scrolling à l'infini, tout ce qui est autoplay, quand vous lancez une vidéo et puis que aussitôt une autre se lance, tout ça, eh bien, c'est par la loi ou les décrets que les pouvoirs publics doivent pouvoir dire aux plateformes on n'en veut pas et de faire autrement. Alors, en tout cas, beaucoup de solutions et c'est très drôle, très bien documenté, très enlevé. Vous allez voir, c'est à la fois très bien documenté et très intéressant et puis très agréable à lire. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. Sevrage numérique, enquête sur notre rapport aux écrans et comment s'en libérer, c'est chez Talendier. Merci. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.